Le premier commando de 20 hommes de ce qui allait être la Gestapo de Paris est arrivé à Paris le 14 juin avec les premières troupes de la Wehrmacht et s'est installé ici, dans le 11 rue des Saussets, dans les locaux de la Sûreté Générale, qui allait devenir la Sûreté Nationale puis la Police Nationale, et vers le 10 août 1940. Ils se sont progressivement étoffés et ils ont eu leur effectif à peu près complet au début de 1942. Et là, ils ont voulu immortaliser ce moment. Ils se sont installés dans cette cour centrale, ici, la cour centrale des bâtiments de la police, et au 11 Saussets, et ils se sont fait photographier pour immortaliser ce moment exactement comme n'importe quelle classe de terminale de lycée ou compagnie d'un régiment d'artillerie ou d'infanterie. Ils pensaient bien être là, probablement définitivement, et ils ont exercé leur talent ici jusqu'à la fin du mois d'août 1944, d'où ils sont partis, pas du tout dans la panique, très tranquillement, en ayant déménagé leurs archives. Mais, quand les gens de la police française sont revenus ici au début de septembre, ils ont retrouvé dans un tiroir de bureau cette photographie qui a été exploitée immédiatement, qui a permis d'identifier les uns après les autres pratiquement tous les gens de la Gestapo. Quand ce travail était terminé, la photographie était en très mauvais état, elle était détruite, jetée à la poubelle. Je l'ai récupérée, faite restaurer et on a maintenant le portrait de tous ces gens. Les voitures qui amenaient les résistants arrêtés entraient par ce couloir et progressaient jusqu'à la cour des Saussets. Et quand ils entraient dans la cour des Saussets, les jours où il y avait beaucoup d'arrestations, il fallait parfois les détenir pendant un petit moment avant de les diriger vers un bureau. Et on les amenait dans le local qui se trouve ici tout de suite à gauche. Et ils avaient baptisé ce local la ménagerie parce qu'il y avait de la paille par terre et qu'il y régnait une odeur animale. Tout ça était dû au simple fait qu'un certain nombre d'officiers voulaient aller, pendant l'heure du déjeuner, faire un peu de cheval sur les Champs-Élysées ou au bois, et que leurs ordonnances amenaient les chevaux ici en attendant qu'ils soient libres. D'où cette présence de paille et cette odeur particulière. Pendant l'occupation, pendant la présence des Allemands dans ces locaux, cette cour avait conservé son nom de cour des Saussets. En 1944, à la fin de 1944, on lui a donné le nom de Pierre Brossolette, cour Pierre Brossolette, parce que Pierre Brossolette était un résistant important qui s'est suicidé dans des conditions très dramatiques, mais contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas ici que Pierre Brossolette s'est suicidé pour la raison très simple qu'il n'y est jamais venu. Il était détenu au 84 avenue Foch, car les Allemands avaient réquisitionné successivement 5 immeubles de l'avenue Foch, et il avait été arrêté en Bretagne, transféré ici, torturé, interrogé, refusant complètement de parler. Et un jour, entre deux interrogatoires, on l'avait enfermé dans une chambre de bonne au 5e étage de cet immeuble du 84 avenue Foch. Il a réussi à se jeter par la fenêtre. Il est tombé sur le balcon du 4e. Il a enjambé à nouveau le balcon. Il s'est jeté dans l'avenue et il a été transféré à l'hôpital. Il est mort le soir même. Et c'est en souvenir de ce sacrifice, de cet homme qui préférait se tuer plutôt que de parler, qu'on a donné son nom à cette cour où il n'est jamais venu. Derrière moi, au bout du couloir, se trouvait et se trouve toujours le service de l'identité judiciaire. C'est-à-dire que les gens qui étaient interrogés dans les bureaux qui se trouvent au 5e étage de ce côté devaient être amenés à l'identité judiciaire pour être photographiés, anthropométrés. Cette passerelle n'existait pas. Il fallait donc descendre, sortir dans la rue ou passer par les cours intérieures. C'était très long. Les Allemands ont donc pris la décision de construire cette passerelle qui permettait de déplacer les prisonniers très vite. Et ensuite, on les ramenait au 5e étage pour continuer à être interrogés ou pour être interrogés, pour la première fois peut-être. Et parfois, il y avait des longues périodes d'attente, soit quand on les amenait le matin, soit en cours d'interrogatoire, et il fallait les conserver quelque part.
Dans un système normal, il faut prévoir toutes sortes de choses. Quand on garde des gens, il faut un local, il faut les nourrir. Bon. Pour les Allemands, tout ça n'existait pas. Il fallait simplement les conserver à proximité et sans qu'ils puissent s'enfuir. On les installait donc dans des cellules qui avaient été improvisées, dans des placards à balais, dans des petits cagibi fourre-tout où les femmes de ménage rangent leur petit matériel. Et il y avait un certain nombre de ces locaux. Beaucoup ont disparu car après la libération, on les a repeints, on les a nettoyés et on a fait disparaître les graffitis que les prisonniers avaient laissés sur les murs. Dans les années 60, on a obtenu le classement de ces petites pièces comme monuments historiques et on a pu préserver les témoignages que constituent les graffitis laissés par les prisonniers. Certains sont extrêmement émouvants, tous le sont, mais certains le sont un peu plus que d'autres. Et par bonheur, on a pu retrouver parfois, encore vivants, les auteurs de certains de ces graffitis. Les résistants qui étaient arrêtés étaient écroués en général à Fresnes ou au fort de Romainville, ou à la prison du Cherche-Midi, et qu'on les amenait ici pour être interrogés. Et soit en arrivant, si leur interrogateur n'était pas prêt, ou au cours d'interrogatoire, si on avait besoin d'une pause pour une raison quelconque, on les enfermait dans ces minuscules petites pièces qui n'avaient jamais été destinées à recevoir d'êtres humains, mais seulement ranger les serpillières, les balais. Et ils restaient parfois très longtemps, des journées, des heures et des journées entières même, sans manger, sans boire. Et ils ont fait comme tous les prisonniers du monde, ils ont fait des graffitis, ils ont écrit quand ils le pouvaient. D'ailleurs, il y a un graffiti où on indique en arrivant, planquer les mines de crayons et donner des nouvelles, parce que les nouveaux arrivants puissent communiquer à travers ces graffitis les nouveautés importantes, par exemple les opérations militaires, aux nouveaux, aux anciens qui repassaient ici, certains sont passés, on trouve parfois le même qui a écrit ces différentes visites, il est passé 2, 3, 4, 5 fois ici, à chaque fois interrogé, souvent battu, pas toujours, il faut bien le dire, mais souvent battu. Il y a là des messages qui sont toujours aussi émouvants, beaucoup de messages d'amour, parce que la résistance, ça a été souvent une affaire de famille, une affaire de ménage, une affaire de couple. Par exemple, ici, vous voyez, Raymond, Coco, ta bichette te supplie d'avoir du courage. D'autres, ce sont des messages familiaux, d'autres, ce sont à tous les Français. Tenez bon encore un petit moment, on les aura bientôt, bon courage. De la part d'un petit Lorrain condamné à mort pour désertion. Dans les années 60, je ne sais plus exactement comment, mais quelqu'un a ouvert une de ses portes, il a trouvé un local, celui-ci ou un autre de même ordre, rempli de vieux meubles cassés, de choses de rebut, et en regardant un peu mieux, il a aperçu ces graffitis. Nous nous sommes alors tournés vers André Malraux, qui était ministre de la Culture, et nous avons obtenu le classement comme monument historique de ces endroits qui sont des endroits de mémoire tout à fait importants. Nous voilà dans l'entrée du blocos souterrain du ministère. Et il faut dire tout de suite que ce blocos n'était prévu que pour les alertes aériennes et que dans les souterrains du ministère, contrairement à des légendes tenaces, il n'y a pas eu de lieu de détention. On a détenu les gens que pendant quelques heures, lors de leur arrestation, ou lors des interrogatoires qu'on leur faisait subir. On n'a pas enfermé des gens dans des cellules, dans des caves du ministère. Ça, c'est une idée complètement fausse. Les caves du ministère avaient été aménagées pour servir d'abri en cas d'alerte aérienne. Il y avait pas mal d'inscriptions, mais qui, hélas, ont disparu. En voilà une qui subsiste et qui montre que c'est apparemment derrière cette porte qu'on installait les dactylos
pour pouvoir continuer à fonctionner pendant les alertes aériennes. En même temps, c'est la marque d'une prise de possession du bâtiment, mais en même temps, ce genre de marque subsiste dans d'autres endroits. Par exemple, le mobilier qui se trouvait dans les bureaux utilisés par la Gestapo avait été estampillé avec le cachet de la Gestapo sous les fauteuils, sous toutes sortes de meubles. Personnellement, j'en ai eu dans mon bureau pendant bien longtemps 2 vieux fauteuils Voltaire qui portaient ces marques dessous. Ils ont été détruits pour faire place à un mobilier plus moderne en métal. Avant la guerre, peu de gens avaient un compte en banque, à part les commerçants, mais très peu de fonctionnaires. Et la plupart se faisaient payer en argent liquide. Et il y avait donc au rez-de-chaussée de ce bâtiment, dans l'angle, un bureau qui était le bureau du caissier central du ministère, chez lequel on venait en fin de mois percevoir en liquide son traitement, des avances sur frais de déplacement, des choses de ce genre. Ce petit bureau, qui comportait en fait 2 pièces, comportait un énorme coffre, comme un coffre de banque très solide, et fermé par une porte forte, aussi comme une porte de chambre forte très épaisse. C'était donc le bureau des caissiers. Quand les Allemands sont arrivés, bien entendu, il n'y avait plus de caissiers, il n'y avait plus personne, ce bureau était vide. Et quand en 1942, les Allemands ont arrêté un personnage extrêmement important, qui s'appelait Léopold Trepper, et ils ont tout de suite pensé à le placer là, à ne pas le traiter comme un détenu ordinaire. Léopold Trepper était un Polonais qui était devenu un agent des services d'espionnage soviétiques, qui avait monté en France un réseau d'espionnage qui luttait, qui se battait contre les nazis, contre l'Allemagne, que les Allemands avaient baptisé Rote Kapelle, c'est-à-dire l'orchestre rouge, en raison du grand nombre de pianistes, comme on disait, c'est-à-dire d'opérateurs radio qui trafiquaient à longueur d'année, jour et nuit, avec Moscou. Trepper était extrêmement habile. Il a induit la Gestapo en erreur en leur faisant penser qu'ils pouvaient collaborer avec eux, ce qu'ils lui avaient proposé. Aussi, après une première nuit passée à Fresnes, en novembre 1942, ils l'ont installé dans ce bureau du caissier, transformé donc en chambre particulière. Donc le grand chef, celui qu'on appelait le grand chef, Léopold Trepper alias Leib Adamb, a vécu 3 mois dans cette petite pièce du rez-de-chaussée.